Comment expliqueriez-vous certaines mutations qui se révèlent être fortement associées à certains cancers, comme BRCA1 et 2? Eh bien, BRCA1 est généralement une mutation germinale. Il faut aussi comprendre qu'il existe des facteurs de risque secondaires. Nous n'avons trouvé aucun cancer qui soit à 100% pénétrant pour provoquer un cancer. Le plus élevé, je pense, c'est la mutation P53 du syndrome de Li-Fraumeni. Cela s'appelle le syndrome de Li-Fraumeni et ils ont une mutation du gène P53 qui est impliquée dans la synthèse de la cytochrome C oxydase, laquelle contrôle la fonction des mitochondries. Mais environ 10% des personnes porteuses de cette mutation ne développent pas de cancer. Donc, pour qu'il s'agisse d'une cause principale, il doit toujours y avoir la mutation dans le phénotype, elle doit toujours être présente 100% du temps, comme c'est le cas par exemple pour la maladie de Huntington. Lorsque ce gène est présent, les personnes auront toujours la maladie de Huntington. Le fait que nous ayons une pénétrance incomplète dans toutes les grandes mutations germinales, les types de mutations syndromiques dans le cancer, signifie que toutes ces mutations germinales sont en fait des facteurs de risque secondaires. Chacune d'entre elles que nous avons étudiées a un certain impact sur la structure et la fonction des mitochondries, comme par exemple sur la phosphorylation oxydative, même la mutation BRCA1, la mutation du rétinoblastome. Toutes ces mutations que nous avons identifiées affectent d'une manière ou d'une autre les mitochondries, provoquant des espèces réactives de l'oxygène, des dommages à la phosphorylation oxydative et une croissance cellulaire déréglée. Il est donc clair que toutes ces mutations germinales sont des facteurs de risque secondaires. La cause principale, la cause première du cancer, c'est l'interférence ou l'inefficacité due à une perturbation chronique de la phosphorylation oxydative associée à une augmentation de la phosphorylation au niveau du substrat ou ce que nous appelons la fermentation. N'est-il pas vrai que, dans certains cas, les dommages à l'ADN mitochondrial entraînent un dysfonctionnement mitochondrial chronique? Et alors, à ce stade, comment pouvez-vous être certain que les mutations génétiques n'en sont pas la cause? Eh bien, oui, il peut y avoir certaines mutations de l'ADN mitochondrial sont associées au cancer. D'autres ne le sont pas. Il y a donc eu un grand article publié par quelques chercheurs où ils ont montré que seules certaines mutations de l'ADN mitochondrial perturbent la phosphorylation oxydative, ce qui conduit à une fermentation secondaire. Certaines mutations ne le font pas. Si vous retirez complètement l'ADN, comme dans une cellule RHO0, vous n'obtenez pas de croissance cellulaire déréglée. Il faut donc que la cellule ait la capacité de maintenir une fermentation accrue. C'est pour cela que c'est un processus en 2 étapes. Oui, il existe certaines mutations dans l'ADN mitochondrial qui peuvent conduire à cette croissance déréglée en permettant à la cellule d'augmenter la fermentation. Il y a d'autres mutations dans l'ADN mitochondrial qui ne font pas cela. Et il y a des cancers qui n'ont aucune mutation dans l'ADN mitochondrial, aucune, zéro. C'est ce que nous avons fait. Nous avons séquencé 5 tumeurs indépendantes et nous n'avons trouvé aucune mutation pathogène et pourtant, elles présentent toutes une croissance cellulaire déréglée. Mais oui, certaines mutations dans l'ADN mitochondrial peuvent entraîner une croissance cellulaire déréglée, mais pas toutes. Et puis, certaines tumeurs n'ont aucune mutation dans l'ADN mitochondrial. Et vous parliez auparavant de la pénétrance de certaines mutations dans La pénétrance des mutations germinales. les mutations germinales. Toutes les personnes ayant des mutations génétiques dans ces gènes conducteurs ne développent pas de cancer. Mais est-il possible que des personnes ne présentant aucun signe de cancer soient simplement en train de vivre une réaction retardée et que ce ne soit pas simplement une question de pénétrance, à savoir si cela va arriver ou non? Eh bien, nous ne le savons pas. Je veux dire, si vous vivez toute votre vie et que vous mourrez de vieillesse avec une mutation BRCA1 et que vous ne développez jamais la tumeur, alors pour quelle raison? Quelle est la raison pour laquelle la mutation BRCA1 de cette personne n'a pas perturbé la phosphorylation oxydative? Et la réponse, c'est que nous ne connaissons pas la réponse à cette question. Il existe des gènes suppresseurs dans notre génome qui, même si vous avez une mutation pouvant potentiellement endommager les mitochondries, il y a un autre gène qui empêche cela de se produire. Donc, nous ne sommes pas... C'est pour cela que la pénétrance n'est pas de 100%. Le fait que la pénétrance ne soit pas de 100% pourrait être dû à un autre gène ou à l'environnement. Mais nous savons que nous n'avons jamais trouvé de cancer qui n'utilise pas et ne dépend pas d'un métabolisme de fermentation. Donc, clairement, c'est ce qui est nécessaire que vous
vous devez avoir les deux étapes. La première est la perturbation chronique et l'autre est la surexpression de la fermentation. Et ça, c'est le processus pathophysiologique commun à tous les cancers, ce qui signifie que tous les cancers, quel que soit leur tissu d'origine, présentent un problème métabolique similaire. Comme vous l'avez dit à propos de la radiothérapie et de la chimiothérapie, l'immunothérapie peut également être renforcée par la thérapie métabolique. Oh, absolument. Toutes ces thérapies peuvent être renforcées par la thérapie métabolique, la radiothérapie. Cela permettrait de réduire beaucoup d'inflammation. Vous réduiriez l'hypoxie autour de la tumeur, rendant ainsi la radiothérapie beaucoup plus efficace. Les chimiothérapies sont souvent bloquées par l'acidification du micro-environnement. La fermentation qui alimente la croissance déréglée de la cellule tumorale, active également la P-glycoprotéine, donc les médicaments pénètrent dans la cellule tumorale et sont immédiatement expulsés. Donc la tumeur est en quelque sorte résistante. Pourquoi sont-elles résistantes? Parce que le métabolisme fermentaire protège la tumeur grâce à ces pompes qui expulsent la chimiothérapie. Donc, si nous privons ces pompes de leur énergie, ces cellules tumorales deviennent alors vulnérables à de très faibles doses de chimiothérapie. Donc, encore une fois, les immunothérapies deviennent plus thérapeutiques, plus précises. Les chimiothérapies deviennent beaucoup moins toxiques, tout comme la radiothérapie, qui devient moins toxique et plus efficace. Ainsi, en ciblant d'abord les carburants de la fermentation et en amenant le corps vers la cétose nutritionnelle, on protège également nos cellules normales contre les effets nocifs des immunothérapies, de la chimiothérapie ou de la radiothérapie. C'est donc le plan pour gérer efficacement le cancer. Nous pouvons conserver bon nombre des outils dont nous disposons. Nous devons simplement savoir comment les utiliser de la manière appropriée. Si tu veux apprendre comment intégrer le régime kétogène et le protocole PressPulse dans ton traitement contre le cancer, rends-toi simplement sur school.com/keto4cancerfrench, la nouvelle communauté de notre analyste de recherche Johnny Rockermeyer. Dans cette nouvelle plateforme communautaire, tu peux échanger avec d'autres patients et apprendre de leurs expériences. Tu peux également facilement rechercher les contributions que d'autres membres ont déjà partagées. Tu auras aussi accès à notre salle de cours, qui offre des recommandations pratiques et des outils pour obtenir les meilleurs résultats, avec de nouveaux contenus chaque mois. Cette section couvre toutes les parties du protocole PressPulse que tu devrais mettre en place. En commençant par les concepts scientifiques généraux du docteur Thomas Seyfried, et nous te montrons comment commencer le régime kétogène, avec un aperçu de les meilleurs aliments, et ceux à éviter. De plus, nous avons préparé une liste de médecins spécialisés en thérapie métabolique, ainsi que des informations sur les médicaments, l'inhibition du glutamine et la thérapie à l'oxygène hyperbare. Alors, jette un œil à school.com/keto4cancerfrench. L'importance de notre nouvel article, qui est paru dans ASN Neuro la semaine dernière, montre pour la première fois que la fermentation des acides aminés peut également participer à la croissance déréglée des cellules tumorales. Et l'acide aminé dont nous parlons principalement est la glutamine. Et nous avons testé tous les autres acides aminés, les 20 acides aminés. Nous avons étudié les cellules cancéreuses, à la fois des cellules de glioblastomes de souris et humaines. Nous les avons étudiées pour déterminer quel carburant elles pouvaient utiliser, pour maintenir leur croissance. La façon dont nous procédons est très simple. Nous prenons simplement les cellules tumorales et nous les faisons pousser dans une solution saline, une solution de sel. Et bien sûr, il n'y a pas de nourriture. Il n'y a rien à manger pour elles. Ensuite, on les chronomètre pour voir à quelle vitesse elles meurent sans nourriture. Et les cellules de souris, parce qu'elles ont un taux métabolique de base très élevé, 7 fois plus rapide que celui de l'humain, meurent rapidement lorsqu'on leur retire leur carburant. Les cellules de souris meurent en 24 heures. Les cellules humaines meurent en environ 72 heures, 48 à 72 heures sans carburant. Juste dans ce que nous appelons une solution saline tamponnée. Et ensuite, ce que nous faisons, c'est que nous ajoutons simplement des acides aminés individuels, et nous observons si, oui ou non, la viabilité des cellules s'améliore. Et ce que nous constatons, nous faisons cela à la fois en présence et en absence de glucose. Donc, le glucose seul permet aux cellules de survivre plus longtemps, mais ensuite elles meurent parce qu'elles n'ont pas de source d'azote.
Et nous le faisons sans glucose, donc nous le faisons simplement dans un milieu totalement dépourvu, puis nous ajoutons du glucose et ensuite nous rajoutons des acides aminés individuels. Et ce que nous constatons, c'est que lorsque nous ajoutons l'acide aminé glutamine, ces cellules explosent en capacité de croissance par rapport à tous les autres acides aminés. Nous avons constaté un peu de stimulation avec le glutamate parce que c'est le premier produit issu du métabolisme de la glutamine, mais ce n'est pas du tout aussi puissant que la glutamine. Aucun des autres acides aminés n'approchait de la puissance de la glutamine. Donc la question est, est-ce que lorsque vous avez du glucose et de la glutamine, les deux voies, les deux carburants sont synergiques pour fournir tous les métabolites et toute l'énergie nécessaire à une croissance rapide et déréglée? Donc là, la question est, comment la glutamine est-elle capable de faciliter la croissance de la tumeur? Est-elle respirée par un processus respiratoire appelé respiration anaplérotique, où les carbones de la glutamine entrent dans le cycle de l'acide citrique, cycle de Krebs, pour produire des équivalents réducteurs, permettant à la phosphorylation oxydative de fonctionner et de produire de l'énergie? Ou bien la glutamine est-elle fermentée, ce qui génère de l'énergie par phosphorylation au niveau du substrat mitochondrial lors de l'étape de la succinyl-CoA ligase dans le cycle de Krebs ou cycle de l'acide citrique. Donc, ce que nous avons fait, et pourquoi cet article est si important, c'est que nous avons pu tester cette hypothèse de nombreuses façons différentes. Nous retirions donc tout le glucose de la tumeur en présence d'oxygène, puis nous ajoutions de la glutamine, et nous avons constaté que les cellules pouvaient survivre avec de l'oxygène et de la glutamine en l'absence de glucose. Mais cela ne nous dit pas si la glutamine est fermentée ou respirée, alors nous avons répété l'expérience, cette fois en retirant tout l'oxygène. Nous les avons cultivés dans une hypoxie profonde, en l'absence de glucose, et nous avons tout de même observé une production d'ATP dans ces cellules. Oui, elle était significativement réduite, mais elle était toujours produite. L'ATP était toujours produite dans les cellules cancéreuses, en l'absence d'oxygène et en l'absence de glucose. Donc la question est, d'où vient cet ATP? Nous pensons donc qu'il provient de la phosphorylation au niveau du substrat dans le cycle de Krebs. Et nous avons pu montrer que lorsque nous utilisions de la glutamine marquée, la C13-glutamine, nous pouvions observer de l'acide succinique C13 comme produit de déchet. C'est le produit final de la voie de la glutaminolyse. De toute évidence, la glutamine entre dans la cellule, est métabolisée en glutamate, puis en alpha-acétoglutarate, puis en succinyl-CoA, et nous avons trouvé du succinate C13 marqué, le produit final de la voie de la glutaminolyse, ce qui signifie que le carburant est évacué. Ce n'est pas anaplérotique, ou très peu. Il est évacué comme produit final de fermentation, montrant essentiellement que ces cellules utilisent la glutamine d'une manière non oxydative. Une autre expérience consistait à utiliser du cyanure qui bloque la phosphorylation oxydative et nous avons tout de même pu observer une quantité significative d'ATP en l'absence de glucose en présence de cyanure en utilisant la glutamine comme carburant et nous avons également pu observer la production de cet acide succinique montrant clairement que nous avons dissocié l'oxygène et la phosphorylation oxydative d'une seconde voie majeure dans la mitochondrie produisant de l'énergie. C'est incroyable. Donc, c'est la partie manquante de la théorie centrale de Warburg. Warburg avait presque tout, mais pas tout. Il avait raison en affirmant que le cancer était une maladie métabolique mitochondriale, mais il ne savait pas qu'il existait un second carburant majeur que ces cellules tumorales pouvaient fermenter en plus du glucose. Donc, cela ouvre maintenant tout le champ du cancer en révélant que ces cellules tumorales dépendent de deux principaux carburants fermentescibles. Ainsi, nous sommes en mesure d'éclaircir le malentendu de Warburg. Nous pouvons également affirmer que l'oxygène consommé dans les cellules tumorales n'est pas utilisé principalement pour la synthèse d'ATP via la phosphorylation oxydative, une autre erreur que Warburg et presque tout le monde dans le domaine commettent. Ils pensent que le taux de consommation d'oxygène est utilisé pour la phosphorylation oxydative. Nous avons clairement démontré que cela ne peut pas être le cas. Les cellules absorbent de l'oxygène, oui, mais elles ne l'utilisent pas pour la production d'ATP via la phosphorylation oxydative. C'est le métabolisme fermentaire dans la mitochondrie elle-même et dans le cytoplasme par phosphorylation au niveau du substrat. C'est ça la nouveauté.
Cela va mener à la gestion future du cancer, car nous savons désormais comment éliminer la bête sans toxicité. Il s'agissait d'expériences in vitro réalisées parce que nous avons besoin pour déceler les mécanismes de survie des cellules in vivo, nous les amenons dans la boîte de culture. Maintenant, certains diront « Oh, mais tout ça, c'est dans la culture. Vous n'en savez rien. » Quand nous faisons pousser ces cellules de glioblastome chez la souris et que nous ciblons simultanément le glucose et la glutamine à l'aide de médicaments et d'un régime alimentaire, nous obtenons un effet très puissant qui bloque les voies du glucose et de la glutamine. Extrêmement puissant avec un niveau de toxicité minime, voire nul. C'est la raison pour laquelle le mécanisme est démontré in vitro et le résultat in vivo est clair. Selon les mécanismes, l'hypothèse, le cancer est une maladie métabolique mitochondriale alimentée par un métabolisme de fermentation. La fermentation se produit dans les mitochondries et elle se produit dans le cytoplasme. Donc, si nous savons cela, alors nous concevons une expérience in vivo et montrons que si je cible le glucose et la glutamine tout en faisant passer le corps à la cétose nutritionnelle, j'obtiens une réduction massive de la tumeur sans toxicité, réduisant l'inflammation et l'acidification, réduisant toutes les différentes caractéristiques que vous voyez et tuant les cellules tumorales. Élimination massive de ces cellules tumorales. Donc, clairement, c'est ce qui va se passer. Ce n'est que le début. Nous allons perfectionner ce système afin de pouvoir l'utiliser dans toutes les études cliniques sur le cancer devraient cibler le glucose et la glutamine pendant que le patient est en cétose nutritionnelle, car la science nous dit que c'est ce que nous devrions faire. Les cellules cancéreuses nous disent c'est ce que nous devons faire. Les cellules cancéreuses elles-mêmes nous envoient un signal et disent « je fermente ». Voici la preuve que je fermente. C'est ce qui maintient mon énergie et mes capacités de croissance. Et nous regardons cela et disons « d'accord, eh bien, si je t'enlève ton énergie, tu devrais mourir ». Et c'est exactement ce qui se passe. Ce n'est pas compliqué. Comment saviez-vous, avant cela, que la glutamine était fermentée? Je ne savais pas, nous non plus. Nous savions que la glutamine était un carburant puissant pour le cancer, mais pas si elle était fermentée ou non. J'ai proposé cela dans mon livre à l'origine. J'ai dit que je pense que la glutamine est utilisée. C'était une spéculation. J'ai spéculé pour la première fois que je pense que la glutamine est un carburant fermentescible. Basé sur les découvertes de Okochka. Il y a des années, Okochka a réalisé une expérience très intéressante. Il a pris des animaux et les a fait plonger, des animaux qui plongent normalement sous l'eau comme les phoques et les marsouins et ce genre d'animaux, et il les a mis sous l'eau pendant un certain temps, puis il a examiné les métabolites dans leur circulation sanguine. Et la première chose qu'il a observée, c'est une augmentation massive de l'acide lactique et de l'acide succinique. Et il a supposé que l'acide succinique était présent à cause d'une sorte de fermentation d'acide aminé, mais il n'a jamais su quel était l'acide aminé ou ce qui se passait exactement. Il ne savait pas comment cela était fermenté. Alors, j'ai examiné son travail et j'ai dit « Je pense que cela est fermenté dans les mitochondries », ce qui était plutôt novateur à l'époque. Et j'ai dit, eh bien, je suppose que c'est ce que c'était. Ensuite, j'ai travaillé avec mon bon ami Christos Giannopoulos de l'université Emi Semmelweis à Budapest, qui est le leader mondial dans le domaine de la phosphorylation au niveau du substrat mitochondrial. Je lui ai soumis mon idée, il l'a examinée et il a dit, oui, peut-être. La façon dont je l'ai présenté dans mon livre n'était pas exacte, mais le concept pourrait être très viable. Alors, nous avons entamé un plan de 7 ans pour étudier la phosphorylation au niveau du substrat mitochondrial dans différentes conditions, et cet article est l'aboutissement de toutes les recherches que nous avons menées, prouvant que la phosphorylation au niveau du substrat mitochondrial est une source majeure d'ATP et d'énergie qui alimente la croissance déréglée de ces tumeurs cérébrales. C'est pourquoi, lorsque vous passez maintenant à l'in vivo, vous pouvez gérer le cancer en supprimant les 2 carburants fermentescibles. Et nous prévoyons de faire, si nous pouvons obtenir des financements, nous prévoyons d'étudier tous les principaux cancers. Cancer du poumon, cancer du côlon, cancer de la vessie, cancer du sein, car ils présentent tous de l'acide lactique et de l'acide succinique comme produits de déchets. Tous ces cancers nous disent la même chose. Nous sommes en train de fermenter. Vous voulez nous éliminer? Il faut nous priver des carburants fermentescibles. Les cellules cancéreuses nous le disent, depuis des décennies, depuis l'époque de Warburg, mais personne. Cela n'a pas été entendu, parce que tout le monde pense que c'est causé par des mutations génétiques. Les mutations sont des conséquences de tout ce processus. Elles ne sont pas la cause, elles sont la conséquence.
Si on veut stopper la croissance, prévenir l'acidification, assainir le micro-environnement, supprimer les 2 carburants fermentés cibles, car elles ne peuvent brûler les acides gras ni les corps cétoniques. Oh, elles peuvent changer leur flexie. Elles ne sont pas flexibles. Nous avons déjà démontré qu'elles ne sont pas flexibles. Elles sont limitées à un métabolisme de fermentation. Toutes ces histoires comme quoi elles brûlent des acides gras, elles ne le peuvent pas. J'ai l'article qui prouve qu'elles ne peuvent pas. Personne n'a montré que des cellules cancéreuses pouvaient croître sans glucose ni glutamine, avec un autre carburant que le glucose et la glutamine. Voilà où on en est. Ce n'est qu'une question de temps. Je ne sais pas combien de temps il faudra au domaine pour comprendre ce que je dis. Mais une fois qu'ils auront compris, les taux de mortalité du cancer vont chuter de façon très significative. Donc votre hypothèse selon laquelle la glutamine serait l'autre carburant fermenté cible des cellules cancéreuses s'est avérée correcte. Mais qu'avez-vous appris au cours de ces 7 années? Qu'avez-vous tiré de ces 7 années? Eh bien, vous savez, il faut concevoir des expériences qui apportent des réponses claires, pour soutenir ou non votre hypothèse. Donc l'hypothèse, c'est que ces cellules... Oui, tout le monde sait que la glutamine, beaucoup de gens parlent de dépendance à la glutamine. Les cellules cancéreuses sont dépendantes à la glutamine. Mais si vous lisez les articles, ils disent que la glutamine est respirée dans une mitochondrie fonctionnelle en utilisant la phosphorylation oxydative. C'est faux. Ce n'est pas exact. Nous ne l'excluons pas complètement, mais ce n'est pas, à elle seule, nécessaire ou suffisant pour entraîner la croissance déréglée. C'est le métabolisme fermentaire qui est le principal moteur de ce problème. Oui, on peut obtenir un peu d'énergie grâce à la phosphorylation oxydative, mais la majeure partie de l'oxygène qui entre dans la cellule cancéreuse n'est pas utilisée pour la synthèse d'ATP. Il est utilisé pour d'autres choses. Donc, le moteur de tout ce processus, c'est la fermentation de la glutamine et le mécanisme de fermentation du glucose qui rejette de l'acide lactique et de l'acide succinique, acidifiant ainsi le micro-environnement. Les cellules cancéreuses nous indiquent exactement ce qui ne va pas chez elles et elles nous montrent précisément comment les gérer.